présentation que je vous ferai, donc je vous parle rapidement, je suis en train de le faire, du collectif. Je vous ferai un rapide balayage du cadre réglementaire, parce que je pense que pour comprendre les évolutions d'un pays, si on n'a pas posé ce cadre, c'est un peu difficile. J'irai assez vite, parce que je pense que vous en connaissez déjà pas mal. Je reviendrai sur ce qu'est un groupement en France, leur structure juridique, les services que les groupements apportent, et les actions du CNGPO en matière de dépistage, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc voici, ma présentation, elle sera disponible si ça intéresse, donc là on ne va pas citer tout le monde, hein. Je vous ai mis en diapo les 14 groupements qui composent le collectif. Comme je vous le disais, la volonté le collectif a regroupé ces 14 groupements en 2002, et ces groupements avait besoin en fait d'un porte-parole, pas moi spécialement, je n'ai pas été le seul président de cette structure, mais avait besoin d'échanger entre eux et avait besoin que leur parole soit portée du même voix. Ces groupements sont des groupements concurrents, il faut bien le comprendre, hein, on est dans le business, mais pour autant il y a certainement des valeurs communes à défendre et c'est le but de ma structure. Alors le cadre réglementaire, il y a 4 acteurs essentiels, et j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait quand même des actions régionales qui étaient souhaitées en Algérie, donc ça me semblait intéressant de rappeler. Tout d'abord, le ministère de la Santé. Il faut savoir qu'à ce jour, ça peut peut-être changer, mais c'est le ministère qui prend des arrêtés essentiels, et en particulier l'arrêté de marge. Donc notre rémunération, qui est une marge commerciale, elle est fixée pour le moment. Je dis bien pour le moment, hein. Il y a des évolutions actuellement qui peuvent se faire, mais enfin ce n'est pas le sujet du jour. Mais actuellement, c'est le ministère de la Santé qui décide de la marge de l'officine, qui est une marge purement commerciale, jusqu'à ce jour. Ça peut changer. La deuxième structure qui est importante, c'est l'Assemblée nationale, bon, le Sénat également aussi, mais surtout l'Assemblée nationale qui a le pouvoir politique. Donc tous les ans, ils votent une loi de finances. Donc ça veut dire que dans cette loi de finances, qu'ils votent depuis quelques années, mais qui n'était pas toujours appliquée, elle l'est maintenant systématiquement depuis 4 ou 5 ans, ils votent un budget et une possibilité de dépassement du chiffre de l'année précédente. En général, on est à un objectif, ça s'appelle l'ONDAM, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Il est en moyenne de 2,5, il va tomber à 2 l'année prochaine. Et ça veut dire qu'on est obligé de tenir l'enveloppe. Ça veut dire que si on voit un dérapage, c'est voté en fin d'année, si on voit un dérapage en avril-mai, il y a un comité spécial qui se réunit et qui prend les mesures. Alors les mesures en pharmacie, elles sont faciles à prendre, il suffit de baisser le prix des médicaments, hein. Et qui prend les mesures nécessaires pour que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie soit tenu. Donc depuis 5 ou 6 ans maintenant, on ne dépasse plus jamais les objectifs qui sont fixés par le Parlement. Un troisième acteur qui est important également, c'est la sécurité sociale, hein, c'est l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Puisque depuis tous les professionnels de santé signent un contrat avec l'UNCAM, qui est une convention, et la pharmacie a été assez tardive du fait de son mode de rémunération et du fait que cette profession n'était pas spécifiquement considérée comme une profession médicale. Il n'y a eu qu'une première convention en 2005 ou 2006, je crois, qui n'était pas très impliquante. Et la deuxième convention, beaucoup plus impliquante, et là je vous en parlerai plus longuement, a été signée en 2012. Et enfin, je vous parlais de la régionalisation. Il s'est créé en France les agences régionales de santé, et ça c'est très important, parce que visiblement, l'État a décidé, dans la loi HPST, hein, je vous en parlerai un peu aussi, a décidé en 2009 de régionaliser l'organisation des soins. Donc c'est une organisation territoriale calquée sur les régions administratives. On a appelé à la tête de cette agence régionale de santé, c'est un monsieur ou une dame, mais qui est désigné en Conseil des ministres. C'est dire qu'il y a quand même une importance politique, comme un préfet. D'ailleurs, à un moment, on a appelé ce directeur de l'agence régionale de santé un préfet de santé. Et ils sont en train d'organiser l'accès aux soins, donc tant dans le monde hospitalier, ça on avait un peu l'habitude, mais même maintenant dans l'organisation des maisons de santé pour les médecins et des maisons de santé pour les professionnels de santé.
Donc il y a une vision beaucoup plus proche des bassins de vie qu'il n'y avait jusqu'à maintenant quand tout était décidé à Paris. Donc c'est assez impactant. Bien sûr, ça s'est mis en place il y a 2-3 ans maintenant. On ne voit encore pas directement l'action, mais ça va avoir un rôle essentiel. Et c'est également eux qui adaptent, par exemple, des actions de prévention, de suivi patient par rapport à des problématiques de santé régionales. Je reviens à HPST parce que c'est un texte de loi du temps d'un ministre qui était une pharmacienne en France et qui est pharmacien, qui s'appelle Roselyne Bachelot, qui a beaucoup travaillé pour la reconnaissance du métier de pharmacien comme professionnel de santé. Jusqu'à ce jour, jusqu'à 2009, le fait qu'on soit rémunéré sur un principe commercial faisait qu'on avait du mal à être reconnu par les autres professions de santé comme des acteurs de santé. Donc elle a fait paraître un texte, voici les 8 choses structurantes de ce texte et qui sont inscrites dans le Code de la santé publique. Donc contribuer aux soins de premier recours, j'y reviendrai un tout petit peu plus précisément, coopérer avec les autres professionnels de santé, participer à la permanence des soins, les gardes par exemple, participer aux actions de veille et de protection sanitaire, ça a été évoqué ce matin, participer à l'éducation thérapeutique et à l'accompagnement du patient, être pharmacien référent. Alors, pharmacien référent, c'est un pharmacien qui est désigné dans les structures de soins d'hébergement pour personnes âgées à vérifier la qualité des ordonnances et revenir vers le médecin pour dire « Attends, là, il y a redondance, là, c'était peut-être pas pertinent, là, il faut faire autrement ». C'est un vrai métier de pharmacien, ça, qui a été créé. Hein. Le pharmacien, le 8e point, le 7e, pardon, le pharmacien correspondant. Alors là, c'est une anticipation sur une pénurie de médecins. On a un souci sur la démographie médicale actuellement. On craint qu'il manque de médecins en monde rural. Il a été créé ce principe de pharmacien correspondant qui permet que si le patient est d'accord, le médecin qui n'aura pas le temps de voir régulièrement son patient donne la possibilité aux pharmaciens de renouveler l'ordonnance. Voilà le principe. Actuellement, même si on sent une démographie défaillante concernant les médecins, à ma connaissance, ça n'a pas été mis en place. Déjà, culturellement, c'est pas simple. Et puis, clairement, ça se mettra en place quand vraiment les médecins seront dans la capacité totale de visiter leurs patients. On n'en est pas encore là. Mais ça peut arriver et l'organisation est prête. Alors, pour l'anecdote, le dernier point qui nécessite un décret d'application, le 6e, 5e, 6e et 7e, l'éducation thérapeutique, le pharmacien référent et le pharmacien correspondant nécessitent un décret d'application et ils ont été rédigés. Mais le 8e point, qui est très très large, proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des patients et des personnes, vous voyez un petit peu, on va loin là. Là par contre, politiquement, notre gouvernement n'a pas rédigé ce décret. Clairement, il y a eu des pressions d'autres professions de santé. Et donc, ce décret n'est encore pas rédigé. Mais enfin, déjà, les 7 premiers points que je viens de vous présenter, il y a déjà du travail là-dessus. Hein. Et puis, pour en revenir aux soins de premier recours, ça veut dire quoi, soins de premier recours? C'est vrai qu'on peut se poser la question. Donc, ça a été clairement défini, et ça aussi, c'est dans le Code de la santé publique. Donc, vous voyez, prévention, dépistage, alors, clairement, diagnostic. Il y a un consensus en France pour laisser ce terme-là aux médecins. On n'utilise jamais chez nous le terme de diagnostic parce que, premièrement, le pharmacien n'est pas formé pour faire un diagnostic. Et puis, c'est quelque chose qui provoque une réaction assez rapide des médecins. Le diagnostic, c'est pour eux. Ils ont fait suffisamment d'années d'études pour qu'ils en aient le monopole. Donc, entre nous, on n'utilise jamais le terme de diagnostic en pharmacie. Traitement et suivi des patients, dispensation des médicaments, orientation dans le parcours de soins, c'est ça le premier cours, et c'est là-dessus que j'ai une totale confiance en l'avenir du réseau officinal. Alors, la loi de finances, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la loi de finances qui détermine les objectifs nationaux de dépenses d'assurance maladie que j'ai évoqués, mais qui également a confié en fait à une mission
au cadre conventionnel, c'est-à-dire à nos syndicats qui traitent avec l'assurance maladie, avec l'UNCAM, pour en fait modifier certaines pratiques professionnelles et y attacher une rémunération. Donc, vous voyez, objectif, déconnecter une partie des revenus des médicaments remboursables. C'est très important. C'est très important, ça veut dire qu'on est dans le cadre conventionnel, la Sécu et nos syndicats sont en train de voir ce que l'on pourrait faire pour faire des choses complémentaires au métier que l'on pratique actuellement et qui soient rémunérés. Donc il y a un exemple dont vous avez entendu parler, c'est le suivi des patients sous anticoagulants oraux. Donc il a été défini que nous devions voir 2 fois par an dans un entretien individuel, dans le lieu de confidentialité, en face à face, assis tranquillement. On passe une demi-heure avec ce patient-là et on s'assure, on a un questionnaire type, on s'assure qu'il a bien compris son traitement, l'importance de la prise, qu'est-ce qu'il doit faire quand il a oublié un comprimé, est-ce qu'il va bien au laboratoire tous les mois pour faire l'INR. Voilà en quoi ça consiste. Et ça, c'est rémunéré 40 € par patient, donc pour deux rendez-vous annuels. En gros, pour vous dire, ça... Il y a quoi? Il y a 700 000 patients concernés. Le chiffre, en gros, pourrait être de 40 000. Optimisé, c'est 40 millions par an. Donc, en moyenne, 2 000 € par pharmacie. Je pense qu'on va toucher... Ça a bien marché. Il y a 12 000 pharmacies sur les 22 000 qui ont souscrit à cette démarche-là. C'est très bien. C'est quand même très innovant. Et en moyenne, ça va faire 1 000 à 1 500 € par pharmacie et par an. Et puis, ils sont en train d'essayer de faire la même chose sur les traitements asthmatiques. C'est-à-dire qu'on va également prendre rendez-vous avec les patients pour s'assurer qu'ils utilisent bien les appareils à dispenser les traitements anti-asthmatiques. C'est important parce que le patient a reçu un courrier de l'UNCAM lui disant « Vous allez être sollicité par votre pharmacien pour cet entretien ». Le médecin traitant a reçu un courrier de la Sécu également en disant « Les pharmaciens sont habilités à faire ceci ». C'est complètement nouveau, innovant et certainement un premier pas vers un comportement professionnel différent. Alors, un texte de loi nous permet aussi de... C'était ambigu. Vous savez, tous ces appareils qui permettent de mesurer l'INR, le cholestérol, le diabète, etc. En fait, c'était des autotests. Ce sont des autotests. Dans les textes, un autotest, logiquement, comme le nom l'indique, ça doit être utilisé par le patient chez lui. Et il nous a été donné la possibilité, dans ce texte qui date de 2013, c'est assez récent, de faire du dépistage de glycémie à la pharmacie, dans le lieu de confidentialité, toujours. Vous voyez l'importance de ce lieu de repli intime, je dirais. Donc ce texte nous permet de faire des mesures de glycémie, mais cette fois-ci bien de les pratiquer, c'est-à-dire de faire le prélèvement sanguin et de faire la lecture sur bandelette, et également des tests de dépistage de grippe et d'angine. Alors la subtilité, ça c'est pour sourire un peu, c'est qu'en fait, ils ne sont pas reconnus comme des examens biologiques, mais comme des éléments d'orientation diagnostique. Il faut toujours ménager la susceptibilité des différentes professions de santé. Les biologistes ont été un peu agacés par cela. Donc voilà comment ça a été présenté. Alors les groupements dans tout ça, c'est quand même, le HPST a été quelque chose de très... Pour nous, c'était complètement nouveau, ça suscitait plein d'espoir. Et derrière, c'est pas si facile que ça à mettre en place. Ça a mis du temps. HPST, c'est 2009, en 2014. Et il y a beaucoup de pharmaciens qui ont perdu un peu certaines illusions, qui ont eu beaucoup d'espoir en cette modification du métier. Et ils ne voyaient rien arriver. En plus, ils voient arriver des choses, mais avec des rémunérations qui sont pas clairement définies encore, tout le moins pas toutes. Pour les AVK, ça l'est, mais pour le reste, ça l'est pas. Pour la prévention, par exemple. Donc, il faut motiver notre population pharmaceutique. Et ça, c'est la mission que les groupements se sont donnés. Les syndicats ont signé ces accords, c'est pertinent, c'est bien sûr complètement validé par l'ordre, donc tout le monde est satisfait. Maintenant, est-ce que la profession est prête à mettre tout ça en place
J'en suis pas complètement convaincu, parce que je vous dis, c'est que c'est un comportement différent. Allez dire à quelqu'un, tiens, ça fait des années que je vous vends des médicaments, mais là je vais pouvoir vous mesurer la glycémie. Pourquoi vous mesuriez la glycémie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi vous voulez savoir si je prends bien mon anticoagulant? Ça fait 10 ans que vous me le vendez. Oui. Vous voyez la différence relationnelle entre qui se joue entre le pharmacien et le patient. Donc il y a une vraie partie à gagner, et nous, groupement, eh bien, nous voulons relever le défi, et nous essayons d'accompagner au mieux nos pharmaciens pour que tout ça se mette en place. Voilà pour ce qui est de la partie santé. Alors, les groupements maintenant. Les groupements, comme je vous le disais en préambule, clairement, ce sont tous des groupements nés à vocation économique. Il n'y a pas d'exception. Il y a 20 ans, ils se sont tous créés pour mieux acheter et faire profiter de leur remise à leurs adhérents. Une fois que ça s'est fait, ça a mis 10 ans pour se faire, mais une fois que ça s'est fait, que l'offre est structurée pour leurs adhérents, les adhérents ont été en demande d'autre chose. Et ces groupements sont devenus des prestataires de services auprès de leurs pharmaciens. Alors tout d'abord, c'est quoi un groupement en France? Il faut savoir qu'un groupement, c'est pas dans le code de la santé publique, par contre. Les fabricants le sont, les grossistes, les dépositaires, les pharmaciens sont dans le code de la santé publique, ils sont reconnus comme établissements pharmaceutiques. Par contre, les groupements, ils n'ont pas une vocation spécifiquement pharmaceutique, puisque ce sont des groupements qui achètent, qui vendent, qui négocient plus exactement, qui négocient, donc ils ne sont pas tenus d'avoir une structure pharmaceutique. En matière de taille, vous avez des groupements qui ont 50 adhérents et d'autres qui en ont 2000, voire plus. Ça n'a aucun impact, je dirais, sur l'efficacité. Je connais des groupements de 50 pharmaciens redoutablement efficaces parce qu'il y a une très forte cohésion, une très forte réactivité. Et je connais des pharmaciens, des groupements avec plusieurs milliers d'adhérents qui le sont beaucoup moins parce que moins de cohésion de leurs troupes. Au point de vue structure juridique et modèle économique, là c'est comme le code du commerce, puisque ce sont des structures économiques. Elles peuvent être sous différentes formes, coopératives, SA, etc. Point de vue capital, ça a évolué. Je vous ai dit tout à l'heure que tous ces groupements sont nés à l'origine d'un pharmacien qui a constitué ce groupe. Il y a des capitaux maintenant qui appartiennent à des grossistes répartiteurs. Il y a un groupement dont les actions sont détenues par un industriel, en partie, pas complètement, mais en partie. Il y a 2 groupements qui ont dans leurs actions des sociétés informatiques également. Donc vous voyez que les groupements interrogent le restant des partenaires. Et ces partenaires sont venus, et je vous en parlerai un peu plus longuement, sont venus s'appuyer sur ces groupements pour développer leur activité et comprendre le marché de la pharmacie aussi. Je vous ai mis qu'ils étaient dirigés par des pharmaciens ou non. Alors ils ont tous été dirigés par des pharmaciens, mais le groupement auquel j'adhère actuellement, moi le président du directoire, il vient de la GMS, parce qu'on est allé chercher sa compétence en matière de logistique, on est allé chercher sa compétence en matière de référencement, on est allé chercher une compétence différente. Bien sûr qu'il est assisté par des pharmaciens dans la structure, dans son directoire, mais le métier de président de groupement n'est pas forcément le même métier que le métier de pharmacien, mais il n'est pas antagoniste non plus. Développer des enseignes. Alors il y a beaucoup de groupements qui sont en train de faire un effort pour développer l'enseigne. Alors l'enseigne, c'est quoi? C'est le pharmacien affiche son appartenance à une structure. Bon, en France, on connaît bien le modèle, ça doit être par ici, de l'enseigne de l'optique, par exemple. Ils ont un circuit d'implantation qui est un peu identique au nôtre. La volonté est de développer un peu plus l'enseigne et la cohésion au sein de ces groupements à travers cette enseigne. Les points communs, il y en a 2 qui sont très forts. C'est que le capital de la pharmacie n'appartient qu'aux pharmaciens. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chaîne et que les groupements n'ont pas 1 centime d'euro dans le capital des officines, de leurs officines adhérentes. Ça c'est clair, c'est exactement comme chez vous.
Et puis, ce sont des prestataires multiservices. Ça aussi, c'est un point commun de tous les groupements. Alors, pour en revenir au statut juridique, bon, ben là, je vous en ai cité quelques-uns. Il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas. Hein, mais je vous dis, bon, ils sont à la... c'est dirigé par le Code du commerce, tout ça. Et puis, ces groupements, certains sont en SAS, d'autres en SA. Ça n'a pas une importance capitale. C'est purement économique, purement commercial. Le capital peut être détenu par des adhérents minoritairement ou majoritairement, ou être adossé à un groupe financier ou un grossiste répartiteur. Alors, pour avoir échangé avec plusieurs d'entre vous depuis hier, certains de vos groupements ont un modèle économique qui agit comme grossiste répartiteur. Ça me semble plutôt pertinent. Il faut savoir qu'en France, c'est un petit peu l'inverse. Notre organisation en mode grossiste répartiteur n'est pas du tout comme chez vous. Il y a très peu de grossistes répartiteurs chez nous. Ce sont tous des grossistes à surface internationale. Je vais en citer trois. C'est Phoenix, qui est un groupe allemand. Celesio, qui est un groupe allemand, mais qui vient d'être acheté par le numéro 1 américain. Et Alliance Boots, qui lui-même vient de racheter le numéro, 8000 pharmacies aux États-Unis, qui a implanté dans 50 ou 60 pays. Voilà. Donc c'est trois gros, plus les SERP. Il y a trois SERP qui sont des grossistes coopératifs, sous forme coopérative. Voilà. Voilà le grossiste répartiteur, comment il se répartit chez nous. Il y a 4 ou 5 ans, la Cour de justice européenne a statué pour que le capital des officines ne s'ouvre pas à d'autres acteurs. Tout du moins, ce qui a été dit, c'est qu'il est laissé le libre arbitre à chaque pays européen adhérent à la communauté européenne d'arbitrer l'ouverture ou la non-ouverture. C'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. En France, il a été décidé que le capital de la pharmacie reste dans les mains des pharmaciens et exclusivement des pharmaciens. Clairement, c'était il y a 5 ou 6 ans, les grossistes répartiteurs attendaient une forme de verticalisation et avaient l'intention de racheter des officines. C'était une grande déception pour eux, puis du coup un chamboulement stratégique très fort. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Contrairement à ce que j'ai entendu se faire chez vous, c'est qu'eux, ils ont activé le système groupement. C'est-à-dire que maintenant, un groupement comme l'OCP, je dis Celesio c'est le nom allemand, mais en France, ça s'appelle OCP, c'est le même groupe, développe, son groupement existait déjà, mais ils l'ont largement développé, un groupement qui s'appelle Pharmactive. Alliance développe un groupement qui s'appelle Alphega. Phoenix a racheté un groupement qui existe en France, qui est un beau groupement, qui s'appelle Plus Pharmacie. Donc, vous voyez, ils ne sont pas rentrés dans le capital de l'officine, pour autant, ils ont besoin d'aller sur le terrain, sur les ventes de détail, dans les pharmacies. Donc, ils ont activé le principe des groupements. Ce que je veux faire passer comme message, c'est dire par là que des groupes internationaux, aussi puissants soient-ils, dans le modèle français, ils ont besoin de se rapprocher de la pharmacie d'officine. Donc vous, ça me semble très pertinent, votre réflexion en disant... dans le chemin inverse, mais en fait le résultat sera le même, d'aller voir ce qui se passe au niveau du grossiste répartiteur et d'y participer activement. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en France. Je vous ai cité les SERP. Les SERP, ce sont des coopératives de pharmaciens. Maintenant, les capitaux ont évolué, mais la naissance, c'est des pharmaciens qui ont créé des coopératives pour structurer le modèle de grossiste répartiteur. Alors, en matière de modèle d'achat, j'en ai cité 3. Bon, il n'y a pas une grosse différence entre ces 3-ci. Les modèles non pharmaceutiques. Je vous ai dit que les groupements n'étaient pas forcément à statut pharmaceutique. Je vous dirai dans quel cas ils le sont. J'ai des groupements. Alors, je vais commencer par le deuxième et le troisième. J'ai des groupements qui travaillent sous forme de mandataires aux achats. Ça aussi, c'est des termes qui parlent beaucoup au commerce traditionnel. Et d'autres qui sont commissionnaires aux achats. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces groupements sont mandatés ou travaillent au profit de leurs adhérents pour négocier les conditions commerciales
avec l'industrie pharmaceutique. Voilà le principe. Mais ils n'ont pas besoin d'un statut pharmaceutique pour deux raisons. C'est parce qu'ils en auraient besoin s'ils achetaient eux-mêmes ou s'ils stockaient eux-mêmes. Mais à partir du moment où ils négocient des contrats de référencement, mais qu'ils n'achètent pas en leur nom et qu'ils ne stockent pas dans leurs locaux, ils n'ont pas besoin d'un statut pharmaceutique. Après, cette fonction de stockage, il n'est pas rare qu'elle soit déléguée à un partenaire qui souvent est un grossiste répartiteur. Et le premier, le référenceur, en fait, c'est une activité qui est arrivée un petit peu par hasard en France, mais comme dans toute la communauté européenne, où la Cour de justice européenne nous a imposé de créer le principe des courtiers, chose qu'on n'a jamais demandée, mais qui existe dans tous les États européens et qui, à ce jour, n'est absolument pas activée en France. On connaissait des courtiers dans des tas de secteurs. En pharmacie, on ne supposait même pas que ça puisse exister. Après tout, un courtier, c'est pareil, c'est quelqu'un qui négocie entre un acheteur et un vendeur, qui négocie un prix. Alors, je vais peut-être aller vite sur ce sujet-là. En France, il a été créé également des structures de regroupement à l'achat. Est-ce que ça vous parle? Je vais peut-être passer là-dessus. Parce que à vous de voir. J'en parle? D'accord. En fait, les structures de regroupement à l'achat, c'est une volonté du ministère de donner des possibilités aux pharmaciens d'acheter plus facilement. Les laboratoires ne vendent pas aussi spontanément que cela au groupement. On est une force d'achat, ça oblige à négocier, et il y a des groupements, des industries qui sont assez réfractaires. D'ailleurs, ce n'est pas très très bien vu de l'autorité de la concurrence, par exemple, qui sont en train de les regarder d'un mauvais œil. Et donc le gouvernement, pour donner la possibilité à des pharmaciens qui ne seraient pas dans des groupements, a créé cette structure de regroupement à l'achat qui permet à un noyau de 5 ou 10 pharmaciens de se mettre ensemble et de négocier auprès de l'industrie. Objectivement, ça ne marche pas très très bien, ce n'était pas très pertinent. Nous, on estimait que nos groupements étaient suffisamment grands et bons négociateurs pour ne pas avoir besoin de cette structure-là. Après, ça a été une volonté de nos dirigeants pour donner le plus de chances possible aux pharmaciens d'acheter au mieux. Et alors là, donc les modèles pharmaceutiques, donc les groupements, s'ils veulent développer une activité dans la chaîne du médicament, ont trois possibilités. Ils peuvent être dépositaires, c'est le cas de 4 à 5 groupements en France. Donc, je ne sais pas si ça existe les dépositaires chez vous. En fait, c'est comme des grossistes, mais qui n'achètent pas le stock. C'est-à-dire qu'ils ont le stock physiquement, ils le vendent à leurs pharmaciens, et ensuite, ils payent l'industrie pharmaceutique. Retenez, en gros, ça s'appelle travailler pour ordre et pour compte du laboratoire. Voilà. En gros, c'est un petit peu le modèle du grossiste répartiteur sans l'obligation d'acheter. Le grossiste répartiteur achète le stock, le dépositaire ne l'achète pas. Je crois qu'il faut essentiellement retenir ça. Donc le grossiste répartiteur, alors là c'est très peu utilisé par les groupements, parce que comme je vous l'ai dit, c'est le modèle inverse du vôtre. Nous les grossistes répartiteurs, ils sont en place. Ils sont très structurés, ce sont des structures internationales. Donc à ce jour, il y a un groupement, là aussi c'est celui auquel j'appartiens, qui a développé une activité de grossiste répartiteur et qui a deux plateformes en France actuellement. Et puis il s'est développé les centrales d'achat pharmaceutique, qui là sont des centrales pharmaceutiques, comme le nom l'indique, qui également, sous la volonté du gouvernement, est une facilité pour les pharmaciens de mieux acheter, de mieux négocier, essentiellement l'OTC et la parapharmacie. En fait, en quelques mots, ça voulait dire, ça donnait la possibilité à un groupe de pharmaciens localement de créer une structure, un hangar, qui peut acheter, qui peut stocker, mais avec toutes les contraintes pharmaceutiques, c'est-à-dire qu'il fallait un pharmacien responsable, et globalement, ça ne marche pas très bien non plus. Mais ce qui marche bien, c'est le dépositaire,
Et bien sûr, indépendamment des groupements, le grossiste-répartiteur qui a un rôle très important dans la chaîne du médicament. Ah, j'ai dû sauter une étape là. Alors pour en revenir au groupement, là je vous ai fait, j'ai fait un schéma simplement pour vous dire ce que peut faire un groupement indépendamment de la notion d'achat. Bon, centrale d'achat et de référencement, démarche qualité, j'y reviendrai en fin de présentation, c'est important et par rapport à ce que j'ai entendu ce matin, et ça peut à mon avis vous intéresser. L'informatique, alors il y a des groupements, et ça je vous incite fortement à le faire, pour structurer un lien entre les différents adhérents à un groupement, c'est indispensable d'avoir une informatique commune. Peu de groupements y sont arrivés en France. À mon avis, ils auront beaucoup de mal à y arriver maintenant. Mais ceux qui y sont arrivés ont vraiment un outil performant. Comment voulez-vous communiquer entre vous? Comment voulez-vous que vos points de vente, donc les pharmacies, communiquent aisément avec votre plateforme si l'informatique n'est pas commune? On a beau dire qu'il y a toujours moyen de mettre des interfaces, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Quasiment tous les groupements travaillent l'agencement et le merchandising dans leurs pharmacies adhérentes. Ça, c'est un point qui est quasiment commun. Bon, commande en ligne, peu importe, c'est lié à l'informatique. Aide à la politique de prix. C'est un vrai sujet en France. On est actuellement énormément attaqué sur nos pratiques de prix qui... Je ne parle pas de l'exposition, ça c'est obligatoire, on est obligé d'afficher les prix. Mais je parle de la pratique, c'est-à-dire la marge que l'on peut prendre. Actuellement, l'autorité de la concurrence est sur notre dos, 50 millions de consommateurs n'arrêtent pas, ils font des relevés de prix en permanence, ils sont en permanence en train de dire on trouve tel produit à 1,50 € dans une pharmacie et à 5,18 € dans une autre. Comment vous expliquer une différence de 1 à 3 entre ces pharmacies? Donc ça, c'est un vrai souci. Et les groupements travaillent énormément sur une politique tarifaire. On n'a pas le droit il faut exclure l'entente. L'entente chez nous est interdite. Donc on n'a pas le droit de dire toutes nos pharmacies de ce groupement travaillent à tel prix. Ce n'est pas légal. Mais par contre, les aider à pratiquer des prix en fonction de la proximité des autres pharmacies. Ils ne se pratiquent pas les mêmes prix dans le nord que dans le sud, clairement. Hein. Ils ne se pratiquent pas les mêmes prix au centre-ville qu'en périphérie, dans le monde rural qu'ailleurs. Hein. Donc on leur donne des études statistiques pour qu'ils sachent quel prix ils doivent appliquer par rapport à leur zone de concurrence. C'est essentiel. C'est vraiment un sujet chez nous qui peut nous faire perdre le monopole du médicament. C'est un angle d'attaque très fort. Vous avez entendu parler du rapport Attali. Donc on est systématiquement attaqué sur cette politique de prix. Beaucoup de formations continues également dans les pharmacies. Donc ça, les groupements structurent énormément la formation chez leurs adhérents. Animation des points de vente, donc beaucoup de têtes de gondole, de pratiques de prix avec des opérations promotionnelles. Donc ça, on organise ça également. Les produits à la marque. Alors, ce n'est pas toujours simple, hein, on a parlé à notre table à midi, mais la plupart des groupements ont mis en place des produits à la marque. Alors, certains, c'est sur des produits hyperprotéinés, d'autres de la cosmétique, d'autres de l'OTC, d'autres des produits génériques. Hein, mais quasiment tous les groupements, ou la plupart tout du moins, ont développé des produits à la marque. Audit clientèle ou client mystère. On fait passer dans nos pharmacies des gens qui ont un schéma de questions. Je vais vous prendre un exemple tout simple. On est énormément critiqué aussi par la presse en disant quand on va dans une pharmacie, je demande une boîte de paracétamol, une boîte de Doliprane, d'Afalgan ou ce que vous voulez. On me la vend, on me dit que ça vaut 1,95 €, au revoir monsieur, terminé. Expliquez-moi quelle est la plus-value à l'acheter dans la pharmacie alors qu'elle pourrait être vendue chez Leclerc et pas moins bien conseillée. Donc voilà ce qui nous est opposé actuellement. Donc on fait passer des clients mystères qui demandent ce type de produit, qui demandent des conseils pour que nos pharmaciens systématiquement posent quelques questions, mais vraiment extrêmement basiques. Est-ce que c'est bien pour vous? Est-ce que c'est pour un adulte ou un enfant? Est-ce que vous connaissez la posologie? Quelques questions simples qui assurent l'accompagnement de la dispensation.
Et on fait régulièrement aussi des campagnes de santé publique, de dépistage. Ça fait des années que ça dure. Alors, diabète, bien évidemment, mais le sommeil, l'ostéoporose, la thyroïde, cholestérol, etc. Donc voilà, vous voyez, tout ça. Alors, je ne dis pas que tous les groupements offrent tous ces services, mais tous ces services existent dans plusieurs des groupements. Alors, on va rentrer dans quelques cas pratiques d'action. Je vous ai cité, la première est une action déjà ancienne, on l'a lancée en 2006, mais elle est extrêmement édifiante. Ça consistait à rechercher un dysfonctionnement rénal chez des gens polymédicamentés, 65 ans, souvent hypertension et diabète, hein, c'était les pathologies les plus courantes, maladies cardiovasculaires et glycémie, tout du moins. Et ça consistait simplement, comme quoi la prévention peut être simple, à tremper une bandelette et chercher des traces de protéines dans les urines. Il a fallu protocoliser, il a fallu l'aval des 3 centres de néphro de la région, on a fait ça en Pays de Loire. Sur 1200 personnes, on a fait le test, on a trouvé 140 personnes qui présentaient de l'albumine ou des traces de protéines dans les urines. C'est énorme, 12%. Donc qu'est-ce que l'on a fait? On les renvoie chez leur médecin, et soit qui fait une adaptation posologique, parce que ces gens-là, en général, sont sous le même traitement depuis 20 ans, et le rein, il n'y a plus besoin d'une telle posologie, et souvent le rein n'absorbe plus cette dose de médicaments. Donc réadaptation posologique ou adaptation du traitement, et de toute façon, examen biologique. Et du coup, cet examen-là a été repris dans le cadre des agences régionales de santé dont je vous parlais, a été repris récemment. Je suis dans les temps là, oui. A été repris récemment dans le Nord-Pas-de-Calais, et c'est pareil, ils obtiennent des résultats qui sont probants. Deuxième chose, je vais aller assez vite sur ce dossier-là, le conseil pharmaceutique. On a essayé de mieux faire reconnaître le conseil pharmaceutique. C'est quelque chose qui se pratique partout, dans toutes les pharmacies du monde, je crois. Mais c'est quelque chose qui n'est pas protocolisé, qui est reconnu dans l'usage, mais qui n'est pas reconnu dans les textes et qui n'est pas rémunéré. Donc on a cherché un partenaire financeur qui était une assurance. Donc vous voyez, on est sorti du monde de l'assurance maladie. On a trouvé un assureur qui s'appelle Allianz, c'est anciennement GF, et qui a bien voulu rémunérer le conseil du pharmacien à partir du moment où on respectait un protocole. Donc les médicaments, même non remboursables, étaient remboursés par l'assureur à partir du moment où le patient avait le contrat adapté. Et notre prestation était payée 5 € à partir du moment où on respectait le protocole. Des quelques questions par pathologie, on avait ciblé une 40aine de pathologies. Là, on a 3800 pharmacies qui participent à cette opération. Alors ça marche plus ou moins bien en tout, je ne suis pas en train de vous dire que ça marche du feu de Dieu dans les 3800, mais il y a quand même 3800 pharmacies qui ont souscrit, et certaines continuent de très bien activer cette prestation. Enfin, dernière opération que l'on a mise en place, c'est le dépistage des risques cardiovasculaires, qu'on a lancé en 2010. Alors vous parliez de e-learning ce matin, l'accès à ce dépistage est sur un site internet, et pour y accéder, il y a obligatoirement une formation qui dure 2h30, qui n'est pas très compliquée, de formation en ligne. Donc ça, on l'a fait. C'est compliqué, hein. Il faut une démarche volontaire du pharmacien, il n'est pas en groupe, il est tout seul dans son bureau, il se dit, mince, je vais aller me faire une formation en ligne. Ce n'est pas si simple que ça, la démarche. Mais on a 1 millier de pharmaciens qui ont suivi l'opération. Ça consiste à mesurer 5 choses, la glycémie, le cholestérol, mesurer la tension, le comportement tabagique, et quand j'ai mis obésité, c'est le tour de taille. Donc on a un tout petit souci, vous l'avez compris par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que la glycémie est en parfaite conformité avec les textes. Par contre, le cholestérol, c'est un peu plus compliqué, puisque ce doit être un autotest, et que logiquement, on n'a pas le droit de faire le prélèvement nous-mêmes. Donc il y a un petit souci à ce niveau-là. On a fait un petit peu de marketing. On a créé des coffrets santé. Donc c'est une opération en fait qui est payante à hauteur de 18 €. Et pour que matérialiser, c'est difficile pour un pharmacien de faire payer un acte, on n'est pas habitué. Donc on a voulu matérialiser ces 18 € en fabriquant ce coffret dans lequel il y a un CD d'explication à la prévention et un carnet de suivi de prévention sur lequel on a mis 18 €.
Ça, c'est toute la PLV que l'on a mise en place. Alors donc, comme je vous le disais, 1000 pharmacies qui participent actuellement en France. Et on est en train d'essayer de relancer, là aussi dans le Nord-Pas-de-Calais, parce qu'il y a une forte prévalence. Ils mangent très bien, mais beaucoup trop riches dans cette région. Donc il y a une forte prévalence des risques cardiovasculaires. Donc on est en train de relancer l'opération en essayant de travailler la médiatisation. D'où l'intérêt de cibler une seule région. Et puis le dernier point, qui je vous disais est susceptible de vous intéresser, enfin j'espère que le reste aussi vous aura intéressé, c'est une démarche qualité que l'on a initiée dans nos groupements. Enfin, on ne l'a pas limitée à nos groupements, mais nous en sommes à l'origine. On a créé un référentiel qualité. Alors, on est allé chercher chez nos amis suisses un référentiel qui s'appelle QMS, qu'on a couplé avec la norme ISO 9001 pour faire un référentiel à la fois de pratique et de métier. Et actuellement, on est à 2000 pharmacies qui sont en démarche qualité. Alors, pour améliorer autant le travail qui se passe en back-office que le travail qui se passe en front-office, l'intérêt du système, c'est déjà 2000 pharmaciens, c'est pas ridicule, même si on doit encore monter, c'est que ça reste quelque chose d'extrêmement abordable en matière tarifaire, parce que du coup, on a mutualisé les moyens. Donc c'est un système qui est tout à fait reconnu avec le bureau Veritas qui valide nos officines en matière de certification. Mais au lieu de mettre une démarche qualité qui peut durer 4 ou 5 ans et qui va coûter 15 000 euros, là ça coûte aux environs de 1 000 euros par an et par pharmacie. Et donc vous savez chez nous que les laboratoires d'analyse médicale ont subi une énorme pression pour, c'est même pas la certification, c'est j'ai perdu le terme, mais ils sont en démarche, enfin c'est une démarche qualité très lourde qui leur a été imposée. Les pharmaciens allemands, on vient de leur imposer une démarche qualité. Très clairement, nous, notre raisonnement, c'était de dire anticipons sur des choses que l'on risque de nous imposer, et en plus, structurons nos officines pour qu'elles apprennent à parler à des structures qui elles-mêmes sont dans des démarches qualité. Quand on veut s'adresser à une structure d'EHPAD de soins pour personnes âgées, quand on veut s'adresser à un hôpital, quand on s'adresse à un laboratoire, toutes ces structures-là ont intégré des démarches qualité dans leur protocole. Nous ne l'avions pas fait, donc on a lancé cette opération-là, et par rapport au débat qui a eu lieu ce matin, j'ai cru comprendre que c'était quelque chose qui éventuellement pouvait vous interpeller. Donc si vous souhaitez que je vous en parle un petit peu plus longuement, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai terminé ma présentation et je vous remercie pour votre attention.